Le 1er octobre 1964, la première ligne de Shinkansen ouvre entre Tokyo et Osaka, au Japon. Il s'agit du premier train à grande vitesse à entrer en service, avec une vitesse maximale de 210 km/h sur certains tronçons de la ligne. Le train est rapide, certes, mais il transporte aussi bien plus de passagers que ceux de générations précédentes. Il est moderne, confortable et objectivement beau. Et pourtant, au début du projet, le Shinkansen était dénigré par le monde entier, qui voyait le futur dans l'automobile et l'aviation, alors que le Japon, lui, construisait un nouveau réseau ferré, avec un écartement du rail supérieur au train japonais précédent. Construire des nouvelles voies à travers les montagnes nippones ne fut ni simple ni abordable. Mais en à peine 3 ans, le Shinkansen a transporté plus de 100 millions de passagers, un succès incontestable. La France, inspirée par le projet japonais, a l'ambition de faire encore mieux, une machine avec une vitesse encore plus grande. Bien le bonjour et bienvenue, c'est Yetaka qui vous parle, et aujourd'hui on parle du TGV, le train à grande vitesse qui a repoussé les limites de la vitesse sur rail. L'entrée en service du Shinkansen était littéralement un choc planétaire. Alors que les États-Unis dépensaient des milliards dans des autoroutes et rasaient des villes pour y construire des parkings, ce train nippon ridiculise avions et automobiles. Toutes les grandes puissances furent évidemment inspirées par ce succès, la France y compris. Dans les années 50, la SNCF expérimentait déjà avec un concept de train révolutionnaire. Des trains utilisant des turbines à gaz pour se propulser. 3 prototypes sont construits par Renault. Des turbines de navires marchands sont installées dans la locomotive test 040 G1 et 2 anciennes locomotives CC 80000. La 040 G1 rentre en service en mars 1952. D'abord utilisée comme locomotive test, elle est ensuite utilisée pour remorquer d'autres trains. Elle passe par de nombreuses villes pour terminer sa carrière à La Rochelle, avant d'être détruite en 1959. Elle aura atteint une vitesse maximum de 140 km/h. Terriblement bruyante, ses résultats sont décevants. Les 2 CC 80000 ne feront pas mieux. Les 2 locomotives diesel auront de bons résultats lors de leurs tests. Cependant, elles seront vite dépassées en puissance par d'autres locomotives avec une propulsion diesel électrique. Autrement dit, un moteur au diesel produisant de l'électricité pour des moteurs électriques, qui eux se chargent de la traction. En octobre 1966, une locomotive EAD XBD 4300 est transformée. Ce train fut choisi car léger et simple à modifier. L'avant de la motrice est complètement refait. Le nez est bien plus aérodynamique, résistant et léger, grâce à sa structure en fibre de polyester. Son moteur diesel, lui, est conservé. Un turbomoteur Turbo 3 de Turbomeca est installé dans la remorque de l'ancienne EAD, maintenant renommée TGS, pour train à gaz spécial. Les lourdes modifications sont terminées en 1967, et les tests sur ce nouveau turbotrain commencent le 24 avril de la même année. L'ancienne EAD atteignait à peine 120 km/h, mais avec son nouveau turboréacteur, elle pouvait atteindre plus de 230 km/h, avec une vitesse record lors de ses tests à 252 km/h, à l'époque un record du monde. La transformation de l'engin est une véritable réussite, qui conforte la SNCF dans ce choix de propulsion. En 1968, le projet C03 est lancé. Ce projet a pour objectif d'aboutir à la construction d'une ligne grande vitesse entre Paris et Lyon. Un service plus rapide que ses prédécesseurs, avec de nouveaux turbotrains et une nouvelle ligne dédiée à la grande vitesse. Un train complètement nouveau sera nécessaire pour relier les deux métropoles en un temps record. Lui aussi un turbotrain à grande vitesse. La SNCF décide de construire avec Alstom 2 prototypes de trains capables d'atteindre 300 km/h. La première rame test est nommée TGV 001, constituée de 2 puissantes motrices de 3500 kW et de 3 remorques. 2 autres rames sont alors prévues, la rame B pour tester la pendularité et la rame C qui devait être de conception beaucoup plus simple mais aussi largement moins ambitieuse et performante. La rame C fut vite abandonnée car sans grand intérêt et le développement de la rame B ne fut relié qu'au second plan. La rame A devait être le fameux TGV 001. Le TGV 001 devait être une avancée technologique majeure pour son époque. Tous les trains ont ce qu'on appelle des bogies. Ce sont des pièces qui se trouvent sous les voitures où se trouvent les essieux. Pour permettre au train de prendre les virages, les bogies peuvent pivoter indépendamment. Tous les bogies sont identiques sur le TGV 001. Ils comportent chacun un moteur électrique, des suspensions et différents systèmes de freinage, dont notamment des freins électromagnétiques. Mais la plus grande force de ces bogies est leur placement. Traditionnellement, une voiture de train compte 2 bogies, un à chaque extrémité. Ce placement donne une grande flexibilité au train. On peut facilement ajouter ou retirer des voitures. Mais le TGV 001 place ses bogies entre les voitures. Ces dernières sont posées sur des anneaux porteurs reliant les voitures avec une rotule.
module. C'est l'anneau qui est posé sur le bogie et qui donc supporte la masse des voitures. Cette configuration fait une différence énorme. Premièrement, chaque bogie pèse 10 tonnes. Moins de bogies, c'est donc moins de masse, mais aussi moins de surface de contact avec le rail, donc moins de résistance. C'est aussi une configuration beaucoup plus sécurisée. Si le train déraille, les autres bogies sont moins susceptibles de dérailler à leur tour, et le train a moins de chances de se mettre en accordéon. Chaque bogie a un moteur électrique de traction. Ces moteurs ont évidemment besoin d'énergie pour être mis en mouvement. Cette énergie sera fournie grâce aux turbopropulseurs abrités dans les deux motrices. Chacune des deux motrices comporte deux bogies, deux turbines et un réservoir de 4000 litres de kérosène. Au début des années 70, un TGV au kérosène ne semblait pas être une mauvaise idée. Le prix du pétrole était bas et développer une caténaire et un pantographe pour la grande vitesse serait compliqué. Le 23 mars 1972, le TGV 001 est présenté à la presse. Évidemment, le train est un immense succès. C'est le styliste Jack Cooper qui a dessiné la motrice de la machine, avec ses courbes futuristes et son orange caractéristique, que l'on adore ou que l'on déteste. Mais une chose est sûre, le train sortant des ateliers d'Alstom ne ressemble pas à un train. Le TGV 001 avait déjà commencé ses premiers essais le 20 mars, mais la véritable campagne de test ne commence que le 4 avril, où la rame atteint les 120 km/h. Durant la première phase des essais, la rame atteint une vitesse maximum de 220 km/h entre Strasbourg et Mulhouse le 3 mai 1972. Après un bref passage dans les ateliers de la SNCF, la rame test est envoyée dans les Landes afin de continuer ses essais à grande vitesse. Le prototype recommence ses tests le 21 juillet, et le 29 septembre, elle dépasse les 314 km/h. En octobre 1973, elle avait visité de nombreuses lignes françaises et avait roulé sur presque 130 000 km. Le TGV 001 était sans aucun doute un succès technologique, grâce à l'expérience gagnée lors des essais, mais aussi un succès médiatique. La rame avait visité Paris, Bruxelles, Lyon et de nombreuses autres grandes villes, et y avait laissé une impression futuriste indéniable. Le projet de ligne grande vitesse entre Paris et Lyon n'était pas juste crédible, il commençait à se concrétiser. On imagine déjà des trains alimentés par des turbines à gaz sillonner le pays à 250 km/h. Sauf que nous sommes en octobre 1973, et en octobre 73 commence le premier choc pétrolier. Concrètement, les pays du Golfe Persique augmentent de 70% le prix du baril de pétrole pour répondre au soutien américain envers Israël, entraînant par ailleurs des pénuries de carburant et une explosion du prix de ce dernier. Dans ce contexte économique et politique, l'idée d'avoir des trains au kérosène traversant le pays semble bizarrement beaucoup moins séduisante. Il est donc décidé qu'à partir de maintenant, les TGV seront alimentés par caténaire. Il a été pendant un temps envisagé de développer une version hybride, capable de circuler sur les voies non électrifiées. Mais l'électrification des voies s'est fait trop vite en France, l'idée était donc sans intérêt. À partir de l'expérience gagnée avec le TGV 001, un nouveau train à grande vitesse sera conçu. Mais contrairement à ce dernier, et au Shinkansen, il ne sera pas une automotrice, mais un train constitué de 2 motrices électriques encadrant 8 voitures, 3 de première classe et 4 de seconde classe, avec une voiture-bar. La SNCF choisit Alstom pour la construction de 2 premières rames. Les motrices doivent pouvoir fonctionner à 2 alimentations électriques différentes, en 1500 volts continu, classique des anciennes lignes françaises, et en 25 kV alternatifs. Une version triple courant sera aussi développée pour relier les villes européennes n'ayant pas les standards français. Ce nouveau TGV sera aussi posé sur des bogies communs entre les voitures, comme le TGV 001. Ces locomotives auront des bogies en position conventionnelle, chacune équipée de 4 moteurs électriques. Les bogies d'extrémité des voitures passagers sont aussi motorisées pour améliorer l'adhérence du train, pour un total de 12 moteurs sur tout le train, 8 sur les locomotives et 4 sur les voitures d'extrémité. Les plans sont prometteurs, mais hors de question de mettre sur les rails une rame comportant autant de technologies qui n'ont pas encore été testées. La SNCF choisit donc de modifier un train accidenté. Il reçoit un nouveau-né lui permettant d'effectuer des tests à grande vitesse, mais aussi des équipements innovants devant être testés pour le TGV. Parmi ces derniers se trouve un pantographe à double étage, devant permettre de capter de l'énergie de la caténaire au-delà de 250 km/h, mais aussi un nouveau modèle de bogie dépourvu de moteur, ces derniers étant dans la caisse du train. Il fallait donc aussi tester un nouvel arbre de transmission. Un nouveau système de freinage et de meilleure suspension sont aussi testés par la même occasion. Ces tests sont un succès. La rame, surnommée Zébulon, atteint même la vitesse de 309 km/h. Reste à définir l'apparence du train, et pour cela, les ingénieurs vont encore une fois travailler avec Jack Cooper, qui était déjà à l'origine du TGV 001. Il est décidé que cette première génération de TGV portera le nom de la nouvelle ligne qu'ils empruntent. Il est donc baptisé TGV Sud-Est.
Les deux premières rames de pré-série sont terminées en 1978, numérotées 01 et 02. Elles portent le surnom de Patrick et Sophie. Pendant 2 ans, elles sont testées à très haute intensité en Alsace, sous haute tension, où elles atteignent régulièrement les 260 km/h. Elles continuent leurs tests entre Orléans et Vison, cette fois-ci alimentées en 1500 volts continu. En parallèle, la production en série des rames commence chez Alstom. Elles sont très similaires à Patrick et Sophie, mais disposent tout de même d'un troisième phare, de marquage différent et d'autres ajustements mineurs. La configuration des sièges est par ailleurs établie. 2 rangées de 2 sièges en deuxième classe et en première classe, une rangée de 1 siège et une rangée de 2 sièges. L'intérieur du TGV Sud-Est a une allure classe et futuriste des années 80, avec une palette de couleurs chaudes, de l'éclairage indirect, de l'isolation dernier cri et des sièges simples mais confortables. À leur entrée en service, les rames Sud-Est auront 367 places, à l'exception des rames 33 à 38 qui sont aménagées en 100% première classe, limitant le nombre de voyageurs à 287. Le service commercial sur ligne classique commence en 1980 entre Paris et Lyon, alors que la pose des voies sur la ligne à grande vitesse Sud-Est, abrégée en LGV Sud-Est, est en phase d'être terminée. Cette ligne est essentielle pour permettre au TGV de maintenir sa vitesse de croisière. En effet, les anciennes lignes ferroviaires ont tendance à être très sinueuses pour éviter un maximum les dénivelés. À l'époque des locomotives vapeur, les trains n'étaient en fait pas très puissants, et donc ne pouvaient pas grimper de grandes pentes, ce qui est toujours le cas pour beaucoup de trains, mais pour construire un chemin de fer rectiligne et sans trop de dénivelé, il faut construire beaucoup de ponts et de tunnels, et ça coûte une blinde. Vous imaginez sûrement que les compagnies ferroviaires du 19e siècle étaient pas très motivées pour payer 4 fois plus cher pour des trajets à peine plus rapides. Mais avec la perspective de trains plus rapides comme le Capitole ou justement le TGV, la construction de nouvelles lignes rectilignes semble pertinente. C'est pour ça que le TGV vient avec les fameuses LGV, des merveilles d'infrastructures aussi impressionnantes que les machines les sillonnant chaque jour. Au Japon, pour la construction de la ligne Shinkansen Tokaido, de Tokyo à Osaka, le pays passait de l'écartement métrique, qui était celui utilisé dans tout le pays, à l'écartement standard, plus large et donc plus stable à grande vitesse. En France, la plupart des lignes principales utilisent déjà l'écartement standard. Les LGV vont donc utiliser ce dernier, permettant au TGV d'aussi utiliser les lignes traditionnelles. La ligne ne doit pas qu'être droite et les courbes douces. Les voies sont aussi séparées du reste du réseau ferroviaire sur la plupart de sa longueur, mais surtout séparées du trafic routier. Pas de passage à niveau pour les LGV, les voitures passeront sous ou au-dessus des voies. La signalisation est aussi un énorme problème. Comment transmettre des informations au conducteur si celui-ci va à plus de 260 km/h? Les panneaux et sémaphores ne sont d'aucune utilité. La solution a déjà été trouvée en Asie de l'Est. La signalisation et les informations arrivent dans la cabine du conducteur en passant par les voies. Le système développé pour le TGV s'appelle le TVM 270, pour transmission voie-machine. Contrairement aux anciennes lignes, les rails sont posés en barre de 300 mètres de long pour diminuer le bruit et les vibrations. Les rails ne sont pas posés sur des traverses en bois, mais en béton et en acier. 1,4 million de traverses auront été utilisées pour ce projet. 116 aiguillages sont présents sur la ligne, la plupart pouvant être pris à 160 km/h, mais les principales branches utilisent des aiguillages pouvant être empruntés à 220 km/h. Évidemment, la ligne sera électrifiée à 100% par caténaire à 25 kV. La LGV Sud-Est aura nécessité la construction de plus de 800 ponts, tunnels et autres grandes constructions. La pose des voies est terminée le 20 novembre 1980. La ligne est intensément testée, avant que le 26 février 1981, le TGV Sud-Est numéro 16 s'élance à la vitesse de 380 km/h, établissant une nouvelle fois un record du monde. La LGV Sud-Est est finalement inaugurée par François Mitterrand le 27 novembre 1981, mais elle n'est mise en service commercial sur l'entièreté de sa longueur qu'en septembre 1983. La ligne reliant Paris et Lyon est la première ligne de chemin de fer commercial à atteindre les 270 km/h, un nouveau record pour la SNCF. La ligne est un immense succès. Elle ramène Lyon à seulement 2 heures de train de Paris, contre plus de 5 heures en voiture. En avion, le vol ne durait qu'1 heure, mais le temps d'embarquement et l'éloignement entre les aéroports et les centres-villes rend l'option du TGV très intéressante pour les voyageurs. Et c'est sans parler du confort et de la qualité de service que je trouve généralement meilleur en train. Rien qu'entre 1980 et 1985, 45,6 millions de passagers ont été transportés à 270 km/h en toute sécurité par le TGV, et le nombre de voyageurs augmente de plus en plus vite. Le 31 août 1992, le premier accident survient. Alors qu'un TGV arrive à 270 km/h en gare de Mâcon-Locher, il déraille. Heureusement, l'accident ne résulta que dans des blessures mineures de voyageurs attendant sur le quai. Ces derniers ont reçu du basalte projeté par le déraillement.
Mais globalement, le TGV est extrêmement sûr. Les très rares déraillements sont causés par de graves intempéries ou des problèmes sur la voie, généralement sur les voies classiques. L'idée peut sembler étrange aujourd'hui, mais la LGV Sud-Est était aussi utilisée par des trains de fret, des trains de la Poste. Dans les années 80, la Poste transporte une large majorité de son courrier par le fret ferroviaire. Elle commande donc 3,5 rames TGV Sud-Est pour le transport express de courrier entre le centre de tri du Sud et celui de Paris. Vous avez bien entendu, 3,5 rames. En effet, les TGV postaux dérivés du TGV Sud-Est étaient coupés en deux pour une disponibilité maximum. La Poste avait 7 demi-TGV et donc 2 fois plus de trains. Ils étaient parfois regroupés quand cela était nécessaire, mais lorsqu'ils étaient divisés, un beau gîte provisoire était installé sur la dernière voiture. Avec l'inauguration de la LGV Sud-Est et son immense succès, l'idée d'une voie similaire vers l'ouest est affirmée comme un réel projet. Cette ligne sera la LGV Atlantique, reliant la Bretagne à Paris et Lyon, et cela non pas à 270 mais à 300 km/h. Pour atteindre cette vitesse, Alstom commence le développement de la deuxième génération de TGV, plus avancé, rapide, capable et confortable. C'est le TGV Atlantique. Les rames passent de 8 à 10 voitures, ce qui permet d'augmenter le nombre de passagers de 367 à 454. Dans le cas du TGV Sud-Est, les deux voitures d'extrémité devaient abriter un bogie moteur. Une partie de la voiture ne pouvait donc pas abriter de voyageurs. Mais les motrices du TGV Atlantique sont bien plus puissantes. On peut donc se passer de cet aménagement, et l'intégralité de la longueur des voitures est dédiée aux passagers. L'avant du train a aussi un profil plus aérodynamique, permettant plus d'économie d'énergie, de meilleures accélérations et vitesses de pointe. Et bien évidemment, la livrée blanche du TGV Atlantique. La livrée argentée n'est arrivée qu'avec les rames de série. Les rames de pré-série numéro 301 et numéro 302 étaient blanches. Le 15 février 1985, après de longues négociations sur le tracé exact de la LGV, le premier coup de pioche est donné. 2 ans plus tard, le 1er juillet 1987, la pose des voies commence, pour qu'en septembre 1989 soit mis en service la première branche de la nouvelle ligne. C'est la première fois que des passagers découvrent le TGV Atlantique, et l'accueil est plus que positif. Le train est confortable, rapide, beau, mais cher. Certes, le ticket est rendu plus abordable en dehors des heures de pointe, mais la vitesse coûte cher, cher en entretien, cher en développement et cher en personnel. Surtout que les TGV sont peu subventionnés en dehors de la construction des LGV. À l'ouverture de la LGV Atlantique, les billets étaient 2 fois plus chers que ceux de train à vitesse classique. Mais cela reste un prix que nombreux sont prêts à payer. Un trajet plus rapide, tout de même très confortable, sans avoir à attendre à l'aéroport ou prendre la voiture. C'est suffisant pour convaincre des familles et des professionnels. Encore une fois, la France a le train commercial le plus rapide du monde, à 300 km/h. Comme pour le TGV Sud-Est, la SNCF a bien l'intention d'oblitérer les records de vitesse. La rame numéro 325 est raccourcie à 5 remorques au lieu de 10 et rentre en période de test intensive sur la LGV Atlantique, la sillonnant tous les jours de plus en plus vite. Le but est simple, atteindre les 140 mètres par seconde, plus de 500 km/h. Le 18 mai 1990, la rame 325 bat le record du monde de vitesse sur rail, jusque-là détenu par sa grande sœur Sud-Est numéro 16. La rame 325 atteint la vitesse de 515,3 km/h. Au total, 105 rames Atlantiques complètes ont été construites. Avec les 101 TGV Sud-Est construits jusque-là, la SNCF avait une flotte tout juste suffisante pour ses lignes existantes. Mais ces dernières arrivent peu à peu à saturation. Chaque année, le trafic sur les LGV augmente. La maintenance est améliorée, la signalisation mise à niveau pour faire passer plus de trains, mais la SNCF a besoin de nouvelles rames. Les nouveaux TGV réseau commandés en 1990, capables de 320 km/h pour la nouvelle LGV nord-européenne et de circuler sur les LGV existantes, reviennent à 8 voitures. Une terrible erreur, leur capacité devenant beaucoup trop faible à l'ouverture de la LGV Méditerranée. La SNCF a besoin d'un nouveau TGV capable d'aller à 320 km/h et de transporter plus de passagers. La solution logique serait d'ajouter plus de voitures, mais malheureusement ce n'est pas possible. Les TGV opèrent généralement couplés pour que 2 rames ne forment qu'un seul train, mais les quais de gare ne sont pas assez longs pour accueillir plus de 2 rames de 10 voitures, et hors de question de modifier les quais. La solution trouvée sur les précédents TGV était de mettre plus de sièges par voiture en réduisant l'espace entre les sièges, mais les voyageurs se plaignent déjà du faible confort des TGV comparé au corail et à l'ICE allemand. Réduire encore l'espace et la qualité des sièges serait à éviter. Dès 1987, la SNCF soupçonne déjà que cela deviendrait rapidement un vrai problème. La solution trouvée fut de doubler les TGV, non pas en longueur mais en hauteur. Le nombre de places n'est pas tout à fait doublé, puisqu'il faut à présent dédier de l'espace pour des escaliers.
Alstom commence leurs expérimentations avec le concept en 1992, avec un prototype de remorque à 2 ponts. La SNCF est convaincue par le concept et commande des rames de ce nouveau type. Comme les TGV réseau, ce train sera capable de sillonner tout le réseau français, mais des différences clés sont tout de même à noter. Tout d'abord, il y a évidemment les remorques, qui sont très différentes des remorques passées. Elles sont à 2 niveaux et permettent donc de transporter une centaine de voyageurs de plus que les rames réseau. C'est par le pont supérieur que se fait l'intercirculation. Cela n'est pas possible au pont inférieur à cause du bogie entre les deux voitures. L'avantage étant que le pont du bas est plus calme que celui du haut. Le transformateur des motrices duplex est celui des TGV réseau, permettant aux nouveaux TGV d'opérer couplés avec des TGV réseau ou avec des motrices réseau. Cependant, sa face a bien changé. Les nouvelles rames abandonnent le nez angulaire des années 80, inspiré de l'automobile. À présent, le TGV ressemble plus à un avion qu'à une voiture. À l'arrivée du TGV, les USA essayaient d'imposer leur modèle dépendant à la voiture en prétendant que l'automobile était le futur, qu'elle était la liberté et la vitesse. Liberté à condition que les voitures remplacent tous les autres modes de transport, dans les faits emprisonnant les gens dans la dépendance à la voiture, aux énergies fossiles et à l'industrie automobile. Le Shinkansen et le TGV ont mis en erreur cette idéologie, que maintenant les États-Unis commencent à regretter. Mais des années 90 à aujourd'hui, c'est l'aviation low cost, la concurrence du TGV. Cette dualité se retrouve dans l'apparence du train, mais aussi dans la terminologie utilisée, qui est un hybride entre celle de l'aviation et la terminologie ferroviaire. Ce n'est pas un TGV à 2 niveaux, mais un TGV duplex, ce qui lui donnera son nom. Le pupitre de conduite est maintenant au centre de la cabine pour pouvoir circuler sur les autres lignes européennes et respecter les futurs standards européens. Les premières rames entrent en service en 1996. Le train devient rapidement iconique, avec ses 2 ponts, ses courbes aérodynamiques et sa livrée bleue. Des TGV duplex tricourants et même quadricourants sont aussi construits pour pouvoir opérer en Allemagne, en Belgique, en Suisse et aux Pays-Bas. Les motrices réseau existantes abandonnent peu à peu leurs anciennes remorques pour adopter de nouvelles remorques duplex. Certaines remorques réseau sont ensuite utilisées sur les TGV POS, qui relient Paris au sud de l'Allemagne. 38 motrices ont été construites pour tracter les 19 remorques conservées. Après le grand succès de la première génération de TGV duplex, arrivent les TGV Daisy, qui ont des remorques similaires aux TGV duplex mais avec des moteurs à induction et sont compatibles avec le système de signalisation européen, le RTMS. Pour l'ouverture de la nouvelle LGV Est-européenne, la SNCF a l'intention de battre une nouvelle fois le record du monde de vitesse sur rail, son propre record par ailleurs. Après TGV 100 pour atteindre les 100 mètres par seconde qui aboutit au record de vitesse de la rame numéro 16 et le projet TGV 140 qui aboutit au record du TGV Atlantique, le projet V150 est lancé pour atteindre les 150 mètres par seconde, soit 540 km/h. Pour dépasser le précédent record du TGV, un train et une ligne exceptionnelle vont être nécessaires. La rame utilisée sera constituée de 2 motrices de TGV POS, les motrices de TGV les plus puissantes, alimentées en 25 kV, leur puissance combinée est de 9280 watts. La remorque est le seul élément de la rame construit pour l'occasion. La voiture centrale a 4 essieux motorisés issus de l'AGV. Au total, la rame a une puissance de 19,6 MW. La voie de la LGV Est-européenne a aussi dû être modifiée. La tension électrique sur la caténaire a été augmentée à 31 kV au lieu de 25, la tension mécanique sur cette dernière a été doublée et la déverse dans les courbes a été augmentée pour que la rame ne déraille pas à cause de l'effet centrifuge. Le 3 avril 2007, à 13h13, la rame V150 atteint sa vitesse maximum, 574,8 km/h, soit 159,6 mètres par seconde, bien plus que les 150 mètres par seconde initialement visés. Un nouveau record qui place Alstom et la SNCF comme leader mondial de la grande vitesse sur rail. On peut identifier 3 générations de TGV, le TGV Sud-Est, le TGV Atlantique et réseau qui sont globalement très similaires, et les 3 générations de TGV à 2 niveaux, Duplex, Daisy et TGV Euroduplex, de la famille Avelia de Alstom. Il y a aussi la 4e génération qui devait être représentée par l'AGV, qui devait être la première automotrice à grande vitesse à rejoindre les TGV de la SNCF. Malheureusement, la SNCF ne commande aucune rame. L'AGV a certes de meilleures accélérations et est modulable, mais il n'a pas de niveau. Il peut donc transporter moins de voyageurs par rame. Comme les générations précédentes, il a trouvé un client à l'esport. Le prochain TGV à entrer en service devrait être le TGV M, normalement en 2024. Il sera modulable, plus économe en énergie, accessible au PMR et dans sa configuration la plus optimisée, il devrait pouvoir transporter plus de 740 passagers, et même le double en unités multiples.
Le TGV est indéniablement une immense réussite française, aussi bien technologique qu'économique. Même à l'export, les technologies d'Alstom et de la SNCF sont d'incroyables réussites. Avec des TGV de conception française en Espagne, au Maroc, en Corée du Sud, en Pologne, et même l'unique train se rapprochant d'un TGV aux États-Unis, l'Asela Express, est de conception majoritairement française. Le futur Avelia Liberty a été développé par Alstom et devrait être le premier vrai TGV américain. Le TGV, c'est 3 générations d'innovation, de records, de coopération et d'histoires gravées dans les mémoires de chacun, des trains parmi les plus beaux et les plus rapides, avant qu'un nouveau ne pousse les limites de notre technologie toujours plus haut.